Chers auditeurs sur Alliance 92, votre émission En Barreau en ce jour de mercredi. Chers auditeurs, pour ce jour, on reçoit Gilbert Arzatou, vous bien connu du monde journalistique, un ancien député, mais aussi quand même qui suit toujours les actualités. Gilbert, bonjour. Bonjour. De la situation actuelle, tout compte fait, pour le citoyen, c'est nébuleux. Pour les partis politiques, c'est un massacre. Pour le pouvoir, on avance. Tout compte fait pour Gilbert Arzatou, c'est quoi? Vous l'avez bien dit. Ce sont les qualificatifs qu'il faut actuellement. C'est une situation de délabrement total. Mais ça a été le résultat d'une longue période de crise. Une crise linéaire qui, dans le temps, devient de plus en plus des crises plurielles, qui touche tous les secteurs de la vie nationale. Donc si je qualifie la crise qui a existé, cette crise plurielle qui a débuté juste après la Première République. Bon, j'écarte un peu dans mon analyse la Première République qui a fait quand même de Madagascar connu du monde international à l'époque. Parce qu'en termes de développement, Madagascar était parmi le peloton de tête avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, en termes de développement. On était en Afrique parmi les pays les plus développés. Donc j'écarte un peu dans mon analyse. Bon, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de réflexions là-dessus. On a dit que c'était la suite tout simplement de la bonne gouvernance, de la colonisation entre guillemets. Donc je dis, après la Deuxième République, c'était déjà la crise. On parlait de l'éléphant blanc de la tire, les errements pendant plusieurs années, l'orientation vers le socialisme, le socialisme pur et dur, comme on dit. Donc c'était tout simplement au seuil de 1987, c'est-à-dire au milieu des années 80, que tout a été réorienté recalibré de nouveau vers le monde occidental, qu'on appelle le monde classique de Bayor de Fonds, de Bretton Woods, de FMI et de la Banque mondiale. Donc il y a de nouveau la restructuration. Bon, Ratir avait trouvé une croissance qui a déjà dépassé la croissance démographique, croissance économique qui a dépassé la croissance démographique en 1989. Il y avait quand même une tendance vers le respect de la démocratie et de la liberté fondamentale des hommes, parce que je me souviens très bien, c'était à l'époque, aux environs de 1989, à la fin des années 80, qu'Auratir a levé la censure de la presse. C'était quand même quelque chose de mémorable qui doit être marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de Madagascar, parce qu'il s'agit là d'un respect des droits fondamentaux. Donc à partir de là, tout se dégrade. Plus nous avançons, plus nous perdons le nord, comme on dit. Donc ça devient un Madagascar qui se dégrade au fil du temps. Au fil du temps, comme si j'avais dit dans l'émission Malgache tout à l'heure, comme si notre avenir était derrière nous. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, je prends un peu la référence de la Première République. Pendant la Première République, le FMG a été à peu près l'équivalent des FF à l'époque. Ouais. C'est de parité à l'époque, c'est à peu près. Et les Réunionnais sont venus à Madagascar pour faire leur shopping. Les Réunionnais, les Mauriciens, ils viennent à Madagascar pour faire le shopping. Madagascar était à l'époque qualifié de perle de l'océan Indien, dans tous les domaines. Et même dans le sport, on était connus comme... il y avait Ravel Manatou, il y avait les autres, il y avait le rugbyman, il y avait le footballeur malgache connu. On a déjà au même rang que l'Égypte et le Cameroun à l'époque. Maintenant, tout se dégrade. Donc l'explication, ça, je vous dis, c'est l'erreur. L'erreur d'où vient tout ça? C'est tout simplement une erreur humaine. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. L'erreur humaine, c'est un problème des dirigeants. Pour moi, un dirigeant, c'est quoi si on essaie de donner un peu de définition à un dirigeant, à un homme d'État? C'est un homme qui doit avoir une vision, une organisation et une volonté politique. C'est ça la trilogie.
de pouvoir, la trilogie de la bonne gouvernance, même si tu parlais de bonne gouvernance de quoi que ce soit à Madagascar, tant que tu n'as pas cet homme d'État-là qui est visionnaire, qui est un organisateur, qui a une volonté politique, toutes les actions sont vaines. Donc voilà, donc c'est à Madagascar, c'est ça. Donc le problème de Madagascar, se situe sur deux niveaux essentiels. Le premier, c'est l'homme d'État. Il y a un manque flagrant d'hommes d'État à Madagascar. Le deuxième, c'est qu'on gère, c'est un Madagascar fictif. Donc l'autre, c'est la logique de l'une, c'est la logique de l'autre. Donc c'est en continuité, c'est en parallèle. C'est dans l'autre, c'est la logique de la pauvreté, la situation actuelle. C'est le corollaire, c'est la logique de ce manque d'hommes d'État. D'où vient ce manque d'hommes d'État? C'est parce que à Madagascar, un homme d'État apparaît, c'est un illustre inconnu. Inconnu. C'est un homme qui arrive par hasard au sommet de l'État, poussé par un mouvement populaire. Et là, il a eu des élections. Tout simplement par l'événement. Donc c'est là, tout simplement, en prenant le pouvoir, qu'il bâtit son parti politique. Donc c'est le monde à l'envers. Parce que là, tu as un homme d'État qui n'a jamais été préparé pour diriger un État. Parce que pour diriger un État, il faut que tu sois d'abord éminemment politique. Et avoir de pratiques politiques. Et avoir fait des trajectoires qui partent de la base pour connaître la société. Par exemple, conseillers municipaux d'abord, maire après, ensuite conseillers régionaux, ensuite préfet ou je ne sais pas quoi, pour arriver enfin sénateur, ministre et tout ça. À Madagascar, ça n'existe pas. Imaginez. C'est tout de suite dans le grand bain alors. Oui, exactement. Donc tu essaies de voir tous les grands dirigeants, tous nos grands hommes. Tu fais la nomenclature. Tous ces grands hommes, ils n'ont jamais été dans l'élection législative, ni sénatoriale. C'est-à-dire, ce sont pas des gens qui ont connu, qui ont passé par le concours des urnes. Ouais. Donc ce sont des gens qui arrivent par hasard comme ça, qui n'ont jamais dans leur tête le réflexe d'un vrai homme politique. Un vrai homme politique, c'est un homme qui est passé d'abord par les urnes. Donc il était en frottement direct avec les électeurs, qui connaissent les aspirations du peuple, tout ça. Mais le problème, il y a un paradoxe incroyable à Madagascar. Il y a de partis historiques à Madagascar. Les partis historiques à Madagascar, je prends par exemple comme historique le PSD, le AKFM, l'AREMA et tout ça, ce sont des gens. Mais ils sont devenus, dès qu'il y a un mouvement populaire, ils sont devenus des ascenseurs. Qui sont largués après. Qui sont largués directement après. Tu prends les exemples partout. Donc il est tout simplement l'ascenseur, ils sont tout simplement l'ascenseur de l'homme fort de mouvement populaire, et après ils sont largués. Et le maître du lieu, ce sont le petit parti qui vient de naître, avec son homme fort. Donc c'est pourquoi ces gens qui arrivent au pouvoir sont tout simplement soit des gens qui sont vraiment bleus, en matière de gestion politique, soit des gens tout venant, qui sont tout simplement mus par la direction du vent politique. L'exemple, l'AREMA, c'est tous ces gens-là. Tout le monde devient AREMA. Et qui sont AREMA, ce sont tout simplement les démissionnaires de PSD, ou bien voilà. Donc, qui sont devenus UNDD, oui, après, ce sont les anciens AREMA qui sont devenus les nouveaux de UNDD, et ainsi de suite pour arriver à notre période actuelle. Donc, ne vous étonnez pas du tout si vous avez ce délabrement actuel, parce que les gens qui arrivent au pouvoir, ce sont ces gens, comme je dis tout à l'heure, ce sont des gens qui sont poussés par le mouvement populaire. Ce sont des gens tout à fait bleus
en matière politique, ou bien ces gens opportunistes qui arrivent au pouvoir, qui ont bien suivi la direction du vent, ils arrivent au pouvoir. Oui, mais n'empêche, Gilbert, quand même, du concept même de mimétisme politique, parce que c'est le terme que vous voulez le dire, ça ne date pas d'hier, comme vous le dites, mais aujourd'hui, le pays, avec cette pratique, nous emmène où? Là où nous en sommes. Non, c'est le résultat. Ce qui existe actuellement, c'est pas parce que les gouvernants actuels sont les pires de tous les moments, mais c'est parce que les crises se sont entassées pour aboutir au moment actuel, pour donner ce paysage politique et ce paysage économique délabré actuel, ce paysage social actuel. Donc c'est l'entassement des différentes crises qui se sont succédées dans le temps, c'est pour aboutir là. D'accord, pour Gilbert, on avance en reculant et surtout dans la mauvaise direction. Si j'ai bien compris votre terme. Comme vous dites. Mais dites-moi, on parle de élections, on parle de destitution, on parle de code électoral, on parle de peste, on parle maintenant de polio. Tout cela, c'est... Mais où est-ce qu'on met la population dans tout cela? La population, on n'a jamais parlé de population. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas cet homme d'État qu'il faut. Mais même la population, elle ne réagit plus. C'est pas possible. C'est pas possible parce que vous savez ce qu'on appelle la théorie de Max Weber. La théorie de Max Weber, c'est quoi? On rend pauvre à la population pour qu'il bouge pas, pour qu'elle bouge pas. Ça s'appelle l'impérialisme intérieur. C'est ce qui se passe alors. C'est ce qui se passe depuis toujours. Donc vous voyez le problème, c'est ça actuellement. C'est que cette majorité silencieuse. Du moment où c'est très simple, hein, c'est très simple, la logique est très simple. Du moment où tout le monde est pauvre, du moment où il y a plus de classe moyenne. Actuellement, à Madagascar, il y a les riches, il y a les pauvres. Il n'y a que ça. Alors que normalement, dans un pays normal, il faut qu'il y ait la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui bouge. C'est la classe moyenne qui travaille. Mais c'est dégringolade de niveau de vie. On assiste actuellement à une bipolarisation de la société malgache. Le sommet est la base, c'est-à-dire les riches et les pauvres. Donc vous voyez, dans ce cas-là, du moment où il y a cette pauvreté ambiante, il n'y aura plus la matière grise qui bouge. Parce que tout le monde s'accroche à leurs petits avantages. Donc on ne peut pas, il n'y aura pas mouvement populaire. Donc à l'avantage des politiques. À l'avantage des politiques. Et là, ce qui nous donne l'attention d'analyser, de dire que c'est vraiment volontaire. C'est quelquefois volontaire quand il y a des problèmes comme ça, on fait semblant de travailler sans bouger les petits doigts. Et ça donne quoi? Ça donne une société appauvrie, fortement appauvrie, qui peut pas bouger à tout moment, parce qu'elle s'accroche à ces petits avantages. Donc il n'y aura pas, et ça c'est la théorie, la fameuse théorie, et dans un pays où tout est délabré, il n'y a pas de mouvement populaire. Il y a de mouvements populaires, et là, seulement quand on arrive à un stade qui s'appelle du pain ou du plomb. C'est comme le cas, la jacquerie et tout ça en France, la prise de la Bastille, c'est autre chose. Donc ça, c'est autre chose là, ça s'appelle explosion sociale. Et ça, c'est difficile à maîtriser. Et ça, c'est dangereux. Et on est au bord de ce chaos actuellement. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le niveau de vie et des bas au bas de l'échelle. L'inflation augmente au fil du jour. Le SACA fondamental de Malgache s'achète actuellement à 2300 ariars le kilo du riz. Ça va arriver rapidement, ça va grimper jusqu'à 3200 ariars facilement au mois de décembre. Ça, c'est très dangereux. Et là, si le Fanzakan ne bouge pas, c'est un vrai danger. Et bouger comment? Trouver la solution idoine pour ça. Parce que faire des prêts? Peut-être, mais toutes les solutions sont bonnes, mais il faut que le Fanzakan trouve la solution idoine pour cette population affamée, sinon ce sera l'explosion sociale. Oui. Et d'autant plus, il n'y a pas de signe qui présage une amélioration
de la situation d'ici. Mais on le dit, Gilbert. Oui, parce que en pleine campagne actuellement, c'est la désorganisation totale de l'économie paysanne, de l'économie rurale. C'est la désorganisation totale à cause de la généralisation de l'insécurité en pleine campagne. Donc vous voyez, personne ne travaille. Les paysans ne travaillent plus leur champ. Donc il n'y aura pas de récolte d'ici peu. S'il n'y a pas de récolte, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est la crise de l'ancien régime qui va se produire à Madagascar. Donc ça va partir de la campagne, ça va arriver facilement comme la crise agricole avant la révolution industrielle, ça va atteindre rapidement la ville. Et la ville, ce sont les villes qui font et défont les pouvoirs, notamment la capitale. Donc ça va arriver là rapidement si le Fanzakan ne fait pas gaffe. Mais d'après le régime actuel, le Fanzakan qui est là en place actuellement, on fait des efforts, laissez-nous travailler, on cherche des solutions. Peut-être, mais on veut des solutions, de vraies solutions. La solution, c'est ce qui touche directement au quotidien de la population. Mais c'est pas tout simplement de cabarde, de beaux discours. Parce qu'on essaie tout simplement de calmer le jeu de ce qu'on appelle la solution des plâtrages. Donc ça n'aboutira jamais. Il faut donc des vraies solutions de base. Parce que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui qualifie le tableau Madagascar actuellement? C'est l'insécurité généralisée. Et c'est la pauvreté, la paupérisation grandissante. Donc une mentalité qui se dégrade au fil du temps, rétrograde. Vous voyez, tous les ingrédients sont là pour créer le chaos. D'accord. Alors, pratiquement, si on voit notre rang dans divers secteurs, pratiquement toujours le peloton, comme on dit, mais des institutions, CFM mise en place, il en reste quand même l'HCJ, la Haute Cour de Justice. Ouais. CFM, comment Gilbert Rarzatou voit cette structure? Mais même si nous essayons de trouver des solutions de facilité quelquefois, c'est de tape à l'œil. On parle toujours de problèmes systémiques. On parle de... Le problème à Madagascar n'est pas un problème de système, ni un problème de structure. C'est un problème d'homme d'État d'abord. Les structures et les systèmes, c'est l'homme qui fait ça. Oh, vous êtes d'accord? C'est l'homme qui fait ça. C'est l'homme est au centre de tous les problèmes et l'homme est aussi au centre de toutes les solutions. Donc si nous avons l'homme qu'il faut, si nous avons des hommes qui sont vraiment conscients de problèmes malgaches et qui sont prêts à trouver des solutions, on arrivera à résoudre les problèmes. Il faut être peut-être bleu d'abord? Peut-être. Il faut commencer. Parce que le problème, c'est une démission, comme vous dites, c'est la démission des intellectuels. Mais on les écoute pas quand même. Non. Écoutez d'abord. Quand il y avait là, on parle de choses de la politique, les intellectuels disent, non, on n'entre pas dedans, nous sommes bien dans notre coin, nous sommes faits pour réfléchir, pour penser, pour analyser tout ça, donc on ne touche pas aux choses de la politique. C'est une erreur fondamentale et ça s'appelle démission. Quand vous n'entrez pas, vous qui réfléchissez, vous qui pensez, vous qui maîtrisez les choses de l'économie, de social, de tout ça, si vous n'entrez pas dans le jeu politique, vous êtes dehors. Et ce sont les autres qui prennent la décision à votre place. Donc ne vous plaignez pas par la suite si tout est à l'envers. Et tout est en dérive. Parce que pour faire un État moderne, pour bâtir un État moderne, il faut des penseurs. Il faut des gens qui réfléchissent bien. Il faut des gens bien posés qui ont un coordonné bien clair, non influençable par les idées politiques des uns et des autres. Donc ce sont des gens neutres qui réfléchissent bien. C'est ça qui n'existe pas à Madagascar. Si. Chez les conseillers spéciaux, les conseillers spéciaux, techniques. Mais ils sont tout simplement, mais vous vous moquez de la situation. Mais l'autre problème, c'est ça exactement. Personne n'est conscient.
Et s'il y a un intellectuel par hasard qui entre dans le système, c'est lui qui a été contaminé par la maladie politique. Donc c'est ça ce qui est grave à Madagascar. Donc vous essayez de voir. Quand on les chasse de son poste, il dit oh, j'étais conscient vraiment de ça, mais je ne pouvais pas parler. Mais c'est ça l'intellectuel malgache. On n'ose même pas dire en face. Même dans un système, on n'ose pas dire en face. Mais attention, ça c'est grave, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais ils sont là, ils sont devenus dans le cercle de la cour du système, donc la cour des dirigeants. Donc c'est notre problème, c'est ça actuellement. Donc moi je dis, quand vous parlez des institutions et tout ça, même s'il y a 1000 institutions qu'on met en place, bon, on fait tout ça dans nos articles, on liste aussi il faut faire ça pour le jeu démocratique, pour l'équilibre de pouvoir, pour le respect de droits fondamentaux, pour ceci, pour ceci. On imite tout simplement ce qui est en vogue à l'extérieur. Mais les gens à l'extérieur, ils sont déjà à des années-lumière de nous. On est en retard de 2 siècles, donc ils pensent autrement. Ils pensent déjà à l'égalité de femmes et de hommes, ils pensent déjà si vous regardez l'émission des grandes puissances actuellement, c'est la majorité des émissions sont des jeux. Donc on s'amuse déjà chez eux. Nous, on se bagarre encore pour trouver de quoi manger demain. Donc ça c'est une lumière. Mais ils veulent nous imposer leur système et leur mode de pensée. Et nous sommes en train d'imiter tout ce qu'ils font actuellement. En quelque sorte, c'est tout simplement le rythme. Bon, je critique pas. Mais je vois, nous avons autre chose à taper, à mettre sur la table, à envoyer, à des messages à envoyer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Nous nous amusons comme eux aussi déjà. On cherche déjà à créer des émissions qui amusent la galerie. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous sommes au stade de conscientisation. Exactement. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Ah oui? C'est le Fanzakana lui-même qui est vraiment en danger. Parce que les gens là-bas, ils parlent de cybercriminalité. Chez eux, le mimétisme, c'est tout ça. Ce ne sont pas des crimes là-bas. Si vous regardez les grandes émissions politiques, les satiriques, tout ça, mais on parle de Mitterrand, on parle de la femme du président actuel français. On parle de ça, personne n'est arrêté, hein. Mais chez vous, actuellement, c'est un décalage énorme entre notre culture, notre fondamental et ce qui existe dans le monde. Donc, vous voyez la différence. Donc, nous sommes à des années-lumière par rapport à eux. Donc, nous devons agir autrement. Nous, c'est quoi? Nous, c'est la recherche de notre identité. Nous, c'est la recherche de la fierté nationale. Nous, c'est le retour à nos valeurs, à nos racines, comme on dit. Donc, ça c'est Madagascar. Alors, nous, on est en train de tout détruire malgré nous actuellement. Et c'est ça notre problème. Donc, si nous voulons mettre en place et bâtir un Madagascar nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut répartir. Peut-être répartir à zéro, c'est peut-être un gros mot de ma part, mais il faut vraiment répartir à zéro actuellement. Reconstruire. C'est-à-dire que pour Gilbert Arzatov, on a plutôt construit le toit avant les piliers de la maison, le socle. Exactement. On a tout simplement imité tout le monde. Hein. Les autres aussi ont cherché à imposer les systèmes brésiliens. L'exemple brésilien, le modèle brésilien à Madagascar, par exemple. Donc, ces gens-là, ils s'en foutent complètement. Leur souci, c'est tout simplement leur intérêt. Voilà, ils raisonnent, ils fonctionnent en termes de leur intérêt, donc c'est pas grave. Mais nous devons être conscients que nous sommes ici dans notre pays et le développement de Madagascar, la reconstruction de Madagascar dépend tout simplement de nous. Donc je propose, moi vraiment, même si on allait directement vers l'élection, ça va pas résoudre le problème, nos problèmes.
On parle déjà de crise post-électorale, on parle de crise pré-électorale même. Donc à quoi bon réaliser une élection si on parle déjà de crise électorale et de crise post-électorale? Donc ça va encore aggraver la situation déjà alarmante actuellement. Donc moi je propose, je dis, on n'entre plus dans le système coup d'État, renversement de pouvoir et tout ça, parce qu'il faut qu'on soit moderne. Et on cherche la modernité, on veut mettre en place un État moderne à Madagascar. Donc je dis, on a déjà mis en place une institution qui s'appelle Fapevana Pyrénées, bon, CFM. Donc là, on laisse raisonnablement parlant, calmement terminer son mandat, peut-être à décembre 2018. On s'accorde à ce que cette institution qu'on a mis en place et à qui on octroie un budget très consistant par rapport à la pauvreté actuelle de l'État et de la population. Donc il n'y aura plus de présidence, il n'y aura plus de primature, il n'y a plus rien, il y a plus d'assemblée. Non, peut-être on s'accorde à ça, une petite réunion de politique. Donc là, l'Assemblée, à quoi ça sert? Le Sénat, à quoi ça sert? Si c'est le système actuel. Donc si on fait plus, on gagne déjà des sous. Peut-être. Donc c'est là, on garde tout simplement Fapevana Pyrénées, peut-être avec une institution qui va s'appeler l'institution, le gardien de valeurs, les gardiens de valeurs de la République, c'est-à-dire les grands chefs traditionnels qui sont quand même soucieux de ce qui se passe au niveau de la population. Ça peut être une institution qu'on peut créer à part pour baliser les dérives. Donc voilà, là, on va tout mettre à plat. Primo, qu'est-ce qu'on va faire de nos richesses nationales? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on organise une grande réunion des intellectuels, des membres des diasporas qui sont quand même des gens brillants à l'extérieur. Ce sont à eux, on les garde pendant 20 jours ou 15 jours à Ivat. On va le faire travailler. Qu'est-ce qu'on va faire de notre richesse nationale, de notre environnement, de notre mer, de notre je ne sais pas quoi. Donc et d'avoir une constitution. Vers la fin, on va monter une constitution neutre, un code électoral neutre, et vers la fin de tout ça, vers la fin de tout ça, on va faire un pacte républicain. Il y aura des gens qui vont signer ça. Oui, pourquoi pas? On change de république, par exemple, et puis tout le monde s'accorde à ce que personne ne doit toucher ni à la Constitution, ni au code électoral, ni aux institutions déjà fixées par ce pacte républicain. Et là, on commence réellement quelque chose. Évidemment, on perd du temps, peut-être. Mais mieux vaut perdre du temps. On a déjà assez perdu aussi. Oui, on a déjà assez perdu. Ça fait déjà plus de 50 ans. On a perdu 50 ans. Des errements inutiles. Et non, c'est pas inutile parce qu'on arrive à appauvrir tout un peuple. Donc, vous voyez, c'est là, au moins, on arrive à ce système-là. Et la presse aura un rôle à jouer là-dessus. Pendant cette petite transition, peut-être 1 an et demi. On arrivera peut-être à coucher quelque chose pour fixer un système et pérenniser un système. Et là, c'est très bien. C'était l'embarras de Gilbert Arzatou.